Objet de nombreuses critiques depuis son dévoilement à cause de sa non-ressemblance avec le père de la révolution burkinabé, la fameuse statue de Thomas Sankara va connaître des corrections majeures. C'est ce qu'a annoncé le comité interministériel pour le mémorial Thomas Sankara en conférence de presse ce matin. Le comité qui a expliqué que c'était un travail provisoire, affirmation pas tout à fait juste si on s'en tient à certaines actions qui ont précédé son inauguration. Vous le verrez dans notre journal. 22 millions de francs CFA, c'est le montant de l'aide que les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina apportent au FDS pour les appuyer dans la lutte contre le terrorisme. Ils l'ont annoncé en marge d'une audience avec le chef de l'État. Et puis, première journée parlementaire du CDP, ce 4 mars, le Congrès pour la démocratie et le progrès appelle à une transition générationnelle du pouvoir politique. Il faut donner à la jeunesse plus de responsabilités dans la gouvernance politique. Voilà le message lancé depuis Manga. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. C'est la polémique de ce week-end. La statue à l'effigie de Thomas Sankara est sur de vives critiques depuis son dévoilement samedi dernier sur les réseaux sociaux. Dérision et ironie se multiplient pour montrer que l'œuvre d'art ne ressemble pas du tout au père de la révolution burkinabé. La situation a fait réagir le comité interministériel pour le mémorial Thomas Sankara. Il s'est exprimé en conférence de presse ce matin, argumentant que c'était une statue provisoire, une explication quelque peu nuancée par ce reportage de Roméo Koeta. L'indignation est à son comble depuis le dévoilement de la statue le 2 mars dernier. Les réseaux sociaux s'enflamment. Cette statue, une offense au père de la révolution burkinabé, martèle certains. Le monument en hommage à Thomas Sankara ne ressemble pas au capitaine au niveau des traits du visage. 3 jours après avoir essuyé ses critiques, le CIMTS, le comité international mémorial à Thomas Sankara, est face à la presse pour s'expliquer. D'emblée, le comité avoue avoir dévisagé la statue, bien avant son dévoilement le 2 mars. Nous n'avons pas réceptionné la statue sans jeter un coup d'œil. Je pense que même si certains d'entre nous portent des lunettes, c'est pour voir clair. Le comité explique que la statue est une initiative du ministère de la Culture qu'il a rétrocédée dans le cadre du mémorial à Thomas Sankara. Il s'agit d'une œuvre provisoire, expliquent les conférenciers. Mais une question, comment et pourquoi avoir inauguré une œuvre inachevée ? Il y avait la volonté de faire coïncider l'hommage à Sankara avec le FESPACO. C'est le 50aire du FESPACO. La statue n'étant pas achevée, il y a une décision qui a dû être prise. Est-ce qu'on la dévoile? Est-ce qu'on fait cette cérémonie et puis on la termine tranquillement après? C'est ce que le comité a décidé de faire. Et pourtant, en août 2018, il y a de cela 7 mois, le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, s'était rendu au centre Barceau, l'endroit où l'œuvre a été réalisée. Et selon ce qu'on peut voir, la statue n'est pas trop différente de celle qui a été inaugurée. Déjà à cette époque, Abdoul Karim Sango était séduit. C'est un ouvrage impressionnant qui très bientôt sera mis à la disposition de la communauté nationale, mais aussi de la communauté internationale, parce que Thomas Sankara est une personnalité à stature qui dépasse nos frontières. Réagissant chez nos confrères de Fassozine, l'architecte principal explique. La statue est faite pour être vue de loin. Pour avoir les vrais traits, il faut absolument être à au moins 200 mètres. Cette explication pourrait supposer que l'œuvre est terminée. Une version quelque peu en porte-à-faux avec celle du CIMTS. Mais qu'à cela ne tienne, le comité international à Thomas Sankara promet apporter des corrections afin que l'œuvre finale reflète fidèlement le visage du père de la révolution d'août 83. Sur le site, la statue a été recouverte. Les corrections seront apportées dans un délai de 2 mois, promet le CIMTS. Voilà, vous le savez, la 26e édition du FESPACO qui a pris fin ce week-end a drainé de nombreuses personnes à Ouagadougou. Parmi elles, plusieurs ambassadeurs et consuls généraux burkinabés venus assister à la Biennale du cinéma africain. Eh bien, ils ont saisi l'occasion pour faire cette annonce. 22 millions de francs CFA. Voilà ce qu'ils apportent comme appui aux efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Annonce faite au terme d'une audience que leur a accordée Rochmac Christian Caboret.
Dans le salon des audiences du palais de Kossiam ce 4 mars, des ambassadeurs et consuls généraux viennent à la rencontre du président du Faso. C'est une délégation de 14 membres en tout qui prend part à ce rendez-vous avec le chef de l'État burkinabé. Rentrés au Bercail dans le cadre du FESPACO, ils ramènent dans leur valise un peu plus de 22 millions de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité durement éprouvées par les attaques terroristes. Cela aussi a été l'occasion pour nous d'annoncer une initiative que les ambassadeurs et consuls généraux ont eue, à savoir un soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce contexte d'insécurité dans lequel nos forces de défense et de sécurité sont très éprouvées, de même que les populations civiles. Donc c'était pour nous une façon aussi de traduire notre solidarité et notre compassion aux victimes du terrorisme. Il s'agit d'un montant de 22 400 000 francs CFA, précisément. L'initiative des ambassadeurs est fort bien appréciée par le président du Faso. Elle servira un temps soit peu à apporter de l'aide au Pandore. Bien d'autres points sont au menu des échanges. Rochma Christian Kaboré a tenu à informer les ambassadeurs des efforts fournis en matière de sécurité intérieure. Il a dit au nom du gouvernement que c'est une initiative qu'il faut saluer et il en a profité donc donner des informations utiles sur la situation nationale. Le Burkina Faso, où le gouvernement fait d'énormes efforts de sécurisation du pays et cela s'est fait en relation avec les partenaires du Burkina Faso et le point qui a été fait, c'est la confiance qui reste forte au Burkina Faso, la confiance des partenaires au développement. La preuve, c'est qu'en l'espace de 6 mois, le président du Faso a été reçu chez nos principaux partenaires. La rencontre de ce 4 mars se tient à la demande des ambassadeurs afin de rendre compte au président des missions qui leur ont été confiées. Belle occasion pour le président du Faso de les féliciter pour le travail abattu et les encourager à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre d'activités qui feront rayonner le Burkina Faso à l'international. Parlons politique maintenant. Les premières journées parlementaires 2019 du CDP ont débuté aujourd'hui 4 mars. Elles sont consacrées à la place des jeunes dans la gouvernance politique. Il faut impliquer davantage la jeunesse en lui donnant beaucoup plus de responsabilités dans la vie politique burkinabé, la transition générationnelle. Voilà le message lancé par les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès. Compte rendu, Abdoulazak Traoré. L'ex-parti au pouvoir visiblement décidé à faire de la place aux jeunes. Après son dernier congrès ordinaire qui a consacré une place de choix à plusieurs jeunes qui ont marqué leur entrée au bureau politique du CDP, c'est le groupe parlementaire qui lance la réflexion sur la participation de la jeunesse à la gouvernance politique et démocratique au Burkina Faso. Le débat est posé ici à Manga à l'occasion des premières journées parlementaires du groupe CDP. Bon, les obstacles déjà, c'est la proportion des jeunes dans la sphère de décision. Ça pose déjà un problème. Deuxième obstacle, c'est la question de la formation. Parce qu'effectivement, pour que les jeunes puissent être promus à certaines postes de responsabilité, il faut les préparer. Préparer les jeunes pour l'avenir, cela passe par ce que les élus de l'ex-régime qualifient de transition générationnelle entre aînés et cadres. Il faut les préparer. C'est pour ça que dans notre discours d'ouverture, nous avons parlé d'une transition générationnelle entre la jeunesse et les aînés et prendre les rênes de l'État pour demain. Nous voulons que au niveau des aînés, ces jeunes-là soient formés et que les aînés leur lèguent une nation unie forte pour leur permettre donc de relever les défis de demain. Voilà la substance en tout cas du discours d'ouverture. Parmi les élus de la troisième force politique burkinabé ce 4 mars, le président du parti, Edi Kombo-Hugo, plaide pour une refonte du système éducatif en Lambo. Il semble dégager des chômeurs dont nos gouvernants n'ont même pas le courage d'en dénombrer. N'est-il pas urgent de remettre les enseignements techniques au cœur de nos écoles, collèges, lycées, universités? Camarades députés,
la tâche est lourde parce que vous allez proposer aujourd'hui, ce que vous allez proposer aujourd'hui pourrait impacter l'avenir de plusieurs jeunes. Les statistiques montrent que plus de 60% de notre population est jeune. Pourtant, moins de 10% de cette population occupe des responsabilités dans la gouvernance politique et démocratique. À l'ouverture des travaux qui vont prendre fin ce 5 mars, des représentants de tous les groupes parlementaires que compte l'Assemblée nationale. Tous sont porteurs d'un message, affirmer leur solidarité au CDP dans l'entente et la cordialité. C'est le visage que le Parlement burkinabé veut afficher désormais. Il est question de s'unir face à l'hydre terroriste. Le programme Yellen, et là nous parlons d'énergie, devrait permettre à terme l'électrification de plus de 150 000 ménages ruraux et la réalisation des centrales photovoltaïques. Objectif, réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso. Eh bien, le Burkina peut compter sur ses partenaires pour mener à bien ce projet. 15 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA. Voilà ce que promet l'Union européenne. La convention de financement a été signée entre le ministre de l'économie et des finances et le directeur général de la coopération et du développement de la commission de l'UE. Madina Sino. Énergétiquement dépendant de ses voisins, le Burkina Faso veut tirer profit des avantages qu'offre le soleil. Le pays possède un des meilleurs ensoleillements au monde et compte bien en profiter grâce au programme Yellen. Un programme qui vise à augmenter l'offre énergétique et mettre fin à sa dépendance. Yellen prévoit entre autres le raccordement de 100 000 nouveaux bénéficiaires, l'électrification de 150 000 nouveaux ménages ruraux et le développement de centrales photovoltaïques. Un programme ambitieux auquel l'Union européenne apporte sa contribution en faisant un don de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. C'est un partenariat ancien et très fort. Donc, dans ce cadre, nous intervenons pour accompagner le Burkina dans sa transformation économique, sociale, dans son développement. Et la question énergétique est au centre. Nous avons été alliés à Paris quand il s'est agi d'identifier les objectifs pour combattre le changement climatique. Et cela passe essentiellement par, entre autres, le développement des sources d'énergie renouvelable. Le programme Yellen prévoit également une grande centrale solaire de 43 MW avec 10 MW de stockage, une première dans la sous-région. 3 autres centrales de petite taille sont attendues à Dori, Gawa et Diapaga. Au terme de ce projet décennal, c'est la croissance économique qui est en ligne de mire. Vous savez que l'énergie solaire, c'est dans la journée que ça produit. Et quand vous voulez donc utiliser l'énergie solaire la nuit, vous devez donc stocker avec des batteries. Donc nous allons avoir la possibilité de stocker 110 MWh avec donc ce projet Yellen. Ça vous dit que les paradigmes vont changer. Et quand nous aurons la combinaison solaire plus batterie, dont le kilowattheure va être moins cher que le DDO ou l'importation, alors je pense que c'est le développement soutenu du Burkina Faso. Par la signature de cette convention de financement, le gouvernement burkinabé et l'Union européenne viennent de poser un acte capital pour le développement d'un des projets les plus structurants du secteur de l'énergie. Yellen est la matérialisation de la vision du président du Faso en matière d'approvisionnement et d'accès à l'électricité. Voilà, cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi 4 mars 2019 et comme vous le savez, tout le lundi, nous vous proposons un sujet économie. Eh bien, place maintenant donc à notre chronique éco. Ce soir, nous nous intéressons à l'économie agricole, notamment la filière du coton. Le Burkina Faso fait partie des plus grands producteurs cotonniers de l'Afrique, mais le pays veut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la transformation, avec pour objectif de mettre en place une véritable industrie textile. Eh bien, quels sont les instruments mis en place par les autorités pour réaliser cette ambition? La réponse avec Rémi Lambert-Nébier.
Après avoir longtemps tenu la première place des producteurs de coton en Afrique, l'option actuelle du Burkina Faso, c'est d'aller vers une industrialisation de cette filière à forte potentialité de revenus et de main-d'œuvre. Fermée depuis plusieurs décennies, la réouverture de Fasofani, première usine de transformation de coton du pays, localisée à Koudougou dans le centre-ouest, s'accompagne aujourd'hui de plusieurs autres projets d'implantation d'unités de transformation qui ne cachent plus la volonté des autorités de passer à une industrialisation à grande échelle de la filière coton. Mais en plus de l'usine Fasofani, il y a d'autres unités industrielles qui sont construites ou implantées au Burkina Faso, notamment à Koudougou, à Bobo et à Ouagadougou. À terme, le Burkina a envie de retrouver sa première place de premier producteur de coton. Et en même temps, le Burkina, à travers l'industrialisation du coton, c'est d'arriver à créer une chaîne de valeur. Le Burkina ne veut plus se contenter de produits, mais de pouvoir transformer son coton local. Et ça va créer aussi des emplois. Vous imaginez 14 unités industrielles, c'est des milliers d'emplois qui seront offerts à la population burkinabé. Ça va être des revenus qui seront redistribués à terme. Et tout cela, c'est un plus que le pays va gagner. Donc le Burkina, au regard des données que nous avons, on peut dire sans se tromper que le Burkina a opté d'industrialiser sa filière coton. L'usine de Koudougou, dont l'ouverture annoncée pour cette année 2019 aura une capacité de transformation de 50 tonnes par jour. L'implantation des autres unités de transformation devra donc permettre d'absorber la production nationale qui a enregistré cependant une baisse de 10% lors de la campagne cotonnière écoulée. Mais si en amont les conditions d'industrialisation semblent réunies, il faut également s'interroger sur le circuit d'écoulement. Le pain Fasofani est bien prisé par les Burkinabés, qui le portent allègrement sans problème. C'est pour dire que les Burkinabés se sont appropriés même leur Fasofani, comme le disait Sankara, consommant burkinabé. Aujourd'hui, c'est en marche. Vous avez vu que le premier de Burkinabé, c'est-à-dire le chef de l'État, porte la tenue, l'ensemble du gouvernement, tout le monde aujourd'hui porte la tenue. Et le Burkinabé porte fièrement la tenue. Donc c'est pour dire que si le marché est là, et qu'on peut même l'exporter parce que on voit que d'autres pays s'intéressent à notre pain, au pain Fasofani. Donc le marché est là. Pour cette politique d'industrialisation, le gouvernement semble avoir opté pour un partenariat avec les pays qui ont déjà une expertise dans l'industrie textile, comme l'Inde, le Japon ou la Chine. Direction à présent le Sahel avec ses problèmes d'insécurité chronique, mais et fort heureusement dans cette région il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi et surtout l'agriculture maraîchère. Une association essaye d'organiser et de dynamiser le secteur. L'Union fraternelle des croyants de Dori a instauré dans cette optique des journées du maraîcher depuis plusieurs années. Maintenant, l'édition 2019 s'est tenue le 1er mars dernier. Reportage Arsène Konditamde. Des oignons, des tomates et du chou de qualité disponibles à la fois de la journée du maraîcher du Sahel ce 1er mars. Des productions maraîchères made in Dori pour alimenter principalement les marchés locaux. Des productions rendues possibles grâce aux actions de l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori. Depuis 2006 et sans discontinuer, l'UFC organise chaque année les journées du maraîcher afin de promouvoir les productions des paysans du Sahel. La concurrence saine entre les producteurs a permis un accroissement de la production globale d'environ 40 à 45%. D'abord, sur le plan quantitatif, la production dans les sites maraîchers a augmenté. Presque 45% si l'on part de 2006 à aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, de manière visible, la qualité des produits s'est améliorée parce que nous faisons la promotion de la culture biologique. Et les gens ont compris non seulement l'intérêt de faire la culture biologique, mais surtout les avantages des produits issus de cette culture biologique.
L'UFC Dori a construit plusieurs ouvrages hydrauliques qui ont permis d'irriguer les productions maraîchères ici exposées. Plus de 85% des maraîchers encadrés ont un accès facilité au marché, ce qui permet d'accroître leurs revenus. La région du Sahel, quoi qu'on le dise, elle est déjà confrontée à beaucoup de difficultés. La nature ne nous a pas favorisés et nous les conseillons toujours de tout mettre en œuvre pour essayer de maîtriser l'eau. L'eau est le facteur de développement et à travers ces boulis, nous avons constaté que les producteurs ont fait réellement leur sienne. Et à travers la maîtrise de l'eau, les producteurs arrivent à faire beaucoup de choses pour booster la maraîchiculture au niveau de la région du Sahel. L'UFC Dori a à son actif 26 boulis qui sont exploités et produisent environ 900 tonnes de produits maraîchers tous les ans. Ces producteurs génèrent environ 450 millions de francs CFA directement injectés dans l'économie de la région. La foire est très bénéfique pour nous les maraîchers. Le fait qu'il y ait une récompense en jeu nous motive davantage. Aux autorités de ce pays, nous demandons de l'aide pour avoir plus de marchés. Nous souhaitons aussi qu'on nous aide à augmenter nos productions. Cela nous permettra d'améliorer nos revenus et notre qualité de vie. 27 groupements maraîchers de la province du Sénou et du Yaga prennent part à cette exposition vente. Comme à l'accoutumée, le meilleur groupement maraîcher va être récompensé à la fin de ces journées. Dans la province du Kourouégo, c'est une autre association qui vient en aide aux agriculteurs de la localité. Du matériel agricole et apicole d'une valeur de 24 millions de francs CFA. Voilà ce que l'association ATI a offert à près de 160 personnes de différents groupements villageois. Abdelaziz Assari. Des brouettes, des arrosoirs, du ciment, des ruches, du cire d'abeille. C'est tout un ensemble de matériel agricole et apicole destiné aux producteurs de la province du Kourouégo. Valeur, plus de 24 millions de francs CFA. C'est un don de l'association Tenyalgré de Boussé, en abrégé ATI. On a un programme 2017-2020. C'est dans ça qu'on est en train de travailler comme ça. Voilà, donc dans ces cadres, ça c'est pour aider les producteurs pour qu'ils puissent se préparer. Le message, c'est bien gérer ces matériels et bien travailler pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Ce sont au total 160 personnes issues des groupements villageois affiliés à l'association Tenyalgré qui bénéficient de ce don. En plus du matériel, ATI renforce également la capacité des bénéficiaires à travers une formation en technique de récupération et de restauration des sols. Cette formation vise à leur permettre d'accroître leur production champêtre. Nous sommes très satisfaits de la formation. Nous avons beaucoup appris et nous demandons à l'association Tenyalgré de continuer à nous appuyer dans ce sens. Pour le matériel, nous nous engageons à bien le gérer. Le financement de tout cet appui aux paysans du Kourouégo est assuré grâce au partenariat entre l'ONG Solida Suisse et l'association Tenyalgré. Et nous ne pouvons que féliciter l'association ATI qui, à travers son leadership et le sérieux dans le travail, a attiré, n'est-ce pas, j'allais dire, en tout cas, une ONG qui l'accompagne dans ce sens, à savoir l'ONG Solidar Suisse. Et nous tenons vraiment à dire toute notre reconnaissance à cette ONG qui ne cesse d'accompagner, n'est-ce pas, ATI depuis 2017 dans leur programme, le plan stratégique 2017-2020. C'est en 1994 que l'association Tenyalgré a vu le jour avec seulement 163 membres. Aujourd'hui, elle compte plus de 3000 membres. Sa vision est d'être à l'horizon 2022 une organisation de la société civile qui apporte le plus d'aide aux populations rurales afin de les rendre autonomes. Créé depuis 2016, c'est seulement maintenant que le Centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale a fini de se doter de tout le matériel nécessaire pour son fonctionnement à plein régime. Eh bien, il a été inauguré officiellement ce week-end. Roméo Koeta.
Après avoir expliqué les conditions de fabrication, Adaman Biouba invite le ministre et ses collaborateurs à tester la qualité de ces meubles. Des meubles qu'il compte vendre à 600 000 francs CFA. Ce jeune menuisier est un pur produit du centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale. Un centre polyvalent qui, en plus de la menuiserie, offre des formations en soudure métallique et industrielle, en fabrication de broyeurs et de vitres. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale a pu visiter les installations. Créé en 2016, ce centre professionnel a mis 4 années pour s'équiper. Ce 2 mars, il ouvre officiellement ses portes. Voilà, nous sommes très satisfaits. Nous venons de visiter aussi l'atelier qui est déjà où nous avons déjà des installations qui sont en place. Il y a des formations, des branches qui ont déjà commencé. Et vraiment, nous félicitons encore une fois ce promoteur-là. Cet établissement de formation professionnelle compte actuellement 37 apprenants dans différentes filières de formation. Le ministère en charge de la formation et de l'insertion professionnelle compte jouer sa partition une fois que ces apprenants seront sur le marché de l'emploi après leurs 3 années de formation. Nous sommes passés de remise de kits à la création d'unités économiques. C'est pour fixer les jeunes dans leur terroir, pour que ces jeunes-là puissent à leur tour développer d'autres initiatives, pour recruter d'autres jeunes et ainsi de suite. Vous verrez qu'au niveau de toutes les régions, si cette dynamique-là est bien enclenchée, voilà, c'est celui qui voudrait chômer qui va chômer. Ces apprenants bénéficient gratuitement des formations pour l'instant. D'autres y sont même internés. Pour le promoteur, c'est un rêve devenu réalité. Je suis très content. J'ai voulu créer un centre pour former les jeunes qui n'ont pas été à l'école dans divers métiers. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est chose faite. Le centre de formation et d'apprentissage en mécanique générale compte présenter ses premiers élèves aux différents examens nationaux cette année. Pour encourager les promoteurs, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale a remis symboliquement du matériel informatique à l'établissement. Et pour terminer ce journal, cette signature de convention entre Canal+ et Coris Bank. Grâce à ce partenariat, vous pouvez maintenant payer vos services Canal+ via Coris Bank à travers son service Coris Money. John William Somda. Une poignée de main qui scelle le mariage entre Canal+ Burkina et Coris Bank via sa solution digitale Coris Money. Le 28 février dernier, les 2 entreprises ont décidé d'offrir un éventail de services et de produits innovants plus large à leur clientèle. Ainsi, les clients Canal+ peuvent désormais payer leur abonnement et en faire de même pour leurs proches via la solution mobile Coris Money. Une solution qualifiée de simple et supplémentaire par le directeur général du Canal+ Burkina qui s'en réjouit non sans revenir sur les enjeux d'un tel partenariat. Alors les enjeux de ce partenariat sont très simples. Comme vous le savez, nous sommes une entreprise de services. Nous vendons du divertissement, nous vendons du loisir, nous vendons du sport à travers le petit écran. Et l'ensemble de nos clients sont à la recherche non seulement de la qualité, mais de la facilité. Et l'une des facilités, effectivement, c'est de leur permettre d'accéder à nos différents services par un outil de paiement fiable qui peut fonctionner effectivement en tout temps, en toute heure et en tout lieu. Et l'enjeu effectivement de signer avec Coris, c'est de pouvoir offrir cet outil que l'on dit cool et facile, mais on double, je dirais, notre intérêt parce qu'on profiterait aussi du large réseau de distribution, du large réseau de points de vente que possède Coris Money. Fort d'un réseau de plus de 3500 distributeurs à travers le pays, Coris Money tend vers la diversification de ses produits. Le mariage avec Canal+ va, selon le directeur général de Coris Bank, faciliter le quotidien des clients de Coris Money. C'est une innovation majeure qui va faciliter aujourd'hui la vie de l'ensemble des clients de Canal+, parce que cette solution va permettre à chacun de pouvoir se réabonner à tout moment et en tout temps, en tout lieu, même à partir de vos salons. Vous avez aujourd'hui la possibilité en réalité donc de réabonner, de
vous réabonner et de suivre vos matchs ou de suivre en réalité vos films documentaires et tout ce qui est produit aujourd'hui en termes d'œuvres par Canal Plus International. La filiale du groupe Canal Plus au Burkina va s'appuyer sur le réseau de distribution de correspondants pour toucher le maximum de clients. Avec ou sans compte correspondant, les clients Canal Plus peuvent également se réabonner auprès des distributeurs correspondants et cela sans aucune déduction de frais supplémentaires. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Mais ne quittez pas, restez sur BF1 tout à l'heure, le journal en moré. Et puis à 21h00, le Sport Time avec le talentueux John William Sonda. Je vous retrouve demain à 19h30.